Comme à chaque fois, on vous prépare une petite liste de ressources que vous pouvez consulter ici, donc avec des bouquins qui vont du grand public, donc avec des bouquins plutôt pour les enfants, Guy Peck l'architecte, ou alors des bouquins comme Construire autrement de Patrick Bouchain. On essaie de brosser un panel assez large. Et des ressources qu'on a constituées nous, donc Construire sa maison par exemple, ou alors l'ouvrage de référence de l'ordre, Construire avec l'architecte, que vous apercevez donc en haut à gauche, et aussi le site ressources de l'ordre, on en parlera tout à l'heure, mais avec beaucoup de matières et de ressources qui peuvent vous intéresser au vu de la thématique du jour. Et donc là, on est sur le premier rendez-vous de l'année 2025, donc faire appel à l'architecte. Ensuite, je vous invite déjà à noter les dates avec le 19 juin, mieux vivre la densité, donc faire de la densité un atout pour son projet d'habitat. Le 18 septembre, habitat et énergie, comment bien intégrer les enjeux thermiques à son projet. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est toujours une question assez qu'on traite toujours du côté technique, et nous, on souhaitait avoir ce regard aussi architectural sur la question. Et pour finir, un sujet aussi d'actualité, l'habitat léger. Donc, comment concrétiser son projet entre aspiration individuelle et champ des possibles. On a beaucoup de demandes sur cette thématique, et donc voilà, les rendez-vous du CAE permettent d'éclairer un public plutôt de particuliers sur ces questions-là. Et donc pour commencer donc, sur le sujet qui nous anime ce soir, donc faire appel à l'architecte, on a décidé de vous proposer ça en lien avec l'Ordre des architectes, donc je remercie d'être présent ici avec nous en co-organisation. Et donc avant de passer la parole aux intervenants, je vous propose une rapide introduction. Donc sans vouloir rentrer dans une logique d'histoire de l'architecture, moi je me suis un peu replongé dans mes cours justement d'histoire de l'architecture et de me dire comment la figure de l'architecte a très rapidement évolué entre donc la grotte, l'habitat primitif, où justement à l'époque il n'y avait pas d'architecte, mais on avait besoin justement de trouver aussi un petit peu refuge, donc lors de la préhistoire. Ensuite, des essais qui ont essayé de théoriser ça avec Marc-Antoine Laugier, indiqué aussi comme Abbé Laugier, donc au 18e, qui théorisait aussi la première cabane, donc c'est le visuel que vous avez ici en haut à gauche, qui mêlait justement architecture et en même temps nature. Et donc c'est un essai qui est assez intéressant encore aujourd'hui. De manière un peu anachronique, on va repartir un peu dans le passé avec Brunelleschi, qui était donc une figure majeure de la Renaissance italienne. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est, on va dire, une des premières fois où l'architecte arrive et vraiment va concevoir via notamment les plans son chantier pour la coupole de Santa Maria del Fiore à Florence. Et donc là, on a tout un travail autour de la perspective, de la représentation, pour justement relever les défis techniques nécessaires pour arriver à ce chef-d'œuvre qui est parvenu jusqu'à nous encore aujourd'hui. Et plus récemment, deux figures assez connues. Quand je demande en fait qui, à un public plutôt novice, est-ce que vous me pouvez citer des architectes? Souvent, on me parle de Le Corbusier, donc ce monsieur, voilà, avec des lunettes rondes. Étonnamment, j'ai aussi des lunettes rondes. Mais en tout cas, voilà, qui est un architecte assez, qui a marqué son temps et qui est encore très très présent dans le cursus et même dans l'héritage qu'il a laissé. Donc avec sa fameuse cité radieuse. Donc là, nous, on a un des modèles à Rezé, juste à côté de Nantes, et donc qui a laissé un héritage fort, comme je disais, mais qui pour lui réalisait plutôt aussi sa cabane. Donc là, le visuel que vous avez juste en dessous de lui, c'est justement la cabane, son cabanon à Roquebrune, Cap-Martin. Et une figure un peu plus récente, mais aussi très médiatique, donc Jean Nouvel, cet architecte qui a travaillé sur de très nombreux projets en France et qui reste quand même aussi une des figures assez importantes et pourtant assez impressionnante. Et donc justement, pour vous parler du métier d'architecte, c'est toujours une figure qui va être en phase avec son temps, avec son époque. Et donc là, je voulais vous montrer très rapidement l'histoire du Louvre en juste trois iconographies. Une première, où là, on était à l'époque au Moyen-Âge sur une logique plutôt de protéger. Donc l'architecture militaire, vraiment, il fallait se protéger. Ensuite, après, plus vers la Renaissance, c'était la logique d'habiter dans un grand palais avec le symbole de pouvoir. Et beaucoup plus récemment, la logique de rayonnement avec le musée du Louvre et cette pyramide de Léo Mingpei qui a fait tant couler d'encre à l'époque et qui pourtant aujourd'hui est le symbole et le logo même du musée du Louvre. Et tous les visiteurs veulent absolument leur photo avec cette fameuse pyramide de verre. Donc là, ça permet de montrer que l'architecture parfois peut être polémique, mais elle est toujours engagée et elle fait partie aussi de la culture. Donc ça, c'était assez intéressant de voir que à chaque fois, l'architecture évolue avec son temps.
Et donc là, c'est une petite caricature que j'aime bien de Nicolas II de Larmessin, qui parle donc des caricatures de 92 métiers. Et là, quand il réfléchit au XVIIe à l'habit d'architecte, il le représente justement à l'image d'un bâtiment, avec donc une logique de colonnes, de fûts, de corniches, et tous les attributs de l'architecte, donc l'équerre, la règle, les plans. Et donc c'est vrai qu'on a cette vision un petit peu qui était liée aussi à l'enseignement à l'époque, plutôt liée à l'école des beaux-arts, donc où les architectes étaient formés avec cet art majeur qui est l'architecture. Et une vision un peu plus récente avec un dessin d'Étienne Martin où on voit des parents qui a priori sont très empreints justement de l'architecture de Tadao Ando par exemple, très épurés avec des mobiliers, et en même temps leur enfant qui a son imaginaire à lui, et donc avec le sous-titre ça finira bien par lui passer. Et pourtant, aujourd'hui, l'architecte, c'est une figure réinventée qui est primordiale pour réussir à résoudre les enjeux contemporains, les enjeux justement actuels. Et donc là, j'ai fait un petit pêle-mêle de projets qui sont soit par ici ou un peu plus loin, mais qui permettent de montrer comment l'architecte répond aux enjeux d'aujourd'hui par le bioclimatisme, par la logique du local, d'essayer d'avoir un impact raisonné sur un site, de parler aussi de sobriété et de faire avec. Donc faire avec les habitants, faire avec l'existant, donc la réhabilitation qui prend de plus en plus de place, et c'est bien nécessaire. Et donc le conseil au particulier dont je vous parlais au tout début de cette présentation, justement, quelques données concernant le CAE de Loire-Atlantique. Donc là, vous apercevez le département avec quasiment toutes les EPCI qui disposent du conseil, et donc avec l'ouverture de Redon Agglomération, donc à la fin du mois, cette permanence qui va s'ouvrir et qui va permettre aux personnes de cette intercommunalité de bénéficier du conseil gratuit en amont, donc 45 minutes pour justement essayer de mettre sur de bons rails les porteurs de projets, et qui après, certains feront appel à un architecte maître d'œuvre. Et donc, si on reprend rapidement le bilan 2024, donc comme je vous ai dit, on a à la fois des conseils en architecture et des conseils en paysage. Et donc là, vous apercevez un petit peu donc, les 461 conseils qui ont été dispensés en 2024 et les 24 conseils en paysage. Donc c'était une nouveauté pour cette année-là. Et ce qu'on peut en retirer, c'est qu'on voit de plus en plus de rénovation. Donc 184 rénovations sur 461 conseils, donc avec beaucoup moins de constructions neuves. Là, on en a 56, 101 extensions et 26 surélévations, par exemple. La surélévation, c'est vrai qu'on la voit de plus en plus sur des territoires très denses où le foncier coûte cher, et donc on monte pour essayer d'optimiser aussi son foncier. Et sur le paysage, on va être une majorité sur des questions de jardin, parce qu'on se rend compte que souvent le conseil en paysage est dispensé dans les pépinières, et malheureusement, c'est pas forcément toujours ce qui est le plus pertinent, en tout cas d'un point de vue justement biodiversité, etc. Et donc après, sur toutes les logiques aussi de limites, de copropriété, de plantation, et jusqu'à aller sur des questions de gîtes et chambres d'hôtes. Et donc justement, c'est là où nous, on considère que l'architecte a toute sa place et va permettre de résoudre justement donc les enjeux contemporains que j'ai évoqués tout à l'heure, la complexité aussi réglementaire. On ne l'évoquera pas ce soir, mais les règles sont de plus en plus drastiques, et parfois à juste titre, justement pour encadrer la construction. Mais ça devient plus compliqué, les parcelles se font aussi plus rares, et donc une réponse contextualisée est nécessaire. Et donc là, je voulais juste vous montrer deux exemples de deux projets qui ont été déjà valorisés dans les précédents rendez-vous. Donc c'est ce que vous apercevez, la petite icône en bas, justement à gauche, donc le rendez-vous 4 du CAE sur la question des histoires de maisons. Donc là, c'était la maison PLU-S, donc PLU pour plan local d'urbanisme. Et donc là, c'est à la fois un travail entre le réglementaire, le gabarit possible et l'intimité sur une route très passante. Donc n'hésitez pas à regarder le rendez-vous 4. Et dans un tout autre registre, le rendez-vous 5, justement, où là, on avait pu explorer le projet L'Amour des Cèdres, où là, ce qui était assez intéressant, c'est un EBC qui était en présence sur la parcelle, donc un espace boisé classé qui rendait inconstructible la partie ici. Et donc on voit comment l'architecte s'est implanté sur la parcelle pour justement essayer de répondre à la contrainte réglementaire et avoir un projet de qualité. Donc pour nous, en tout cas, on est persuadés, mais on souhaitait faire ce rendez-vous avec l'ordre, encore une fois, pour pouvoir vous parler de tout ça.
Donc voilà pour mon introduction. Je vais proposer à Philippe Martial, donc présidente du Conseil régional de l'Ordre, de me rejoindre et je lui passe la parole. Philippe Martial, donc comme c'est affiché, je suis président du Conseil de l'Ordre des architectes des Pays de la Loire depuis maintenant, je crois, 12 ans, donc 4e mandat et dernier mandat. Pour préciser mon parcours, j'ai fait des études d'architecture à l'école d'architecture de Nantes, mais de manière plus antérieure, j'ai commencé par une école qui s'appelle l'école des métiers du bâtiment de Felletin. Donc je ne commençais pas du tout par rapport à un cursus classique, on va dire, mais plutôt un cursus de bâtiment. Puis j'ai fait de l'architecture intérieure, puis l'école d'architecture de Nantes, puis de l'urbanisme et également une école de patrimoine. Aujourd'hui, donc, je suis en poste au sein du Conseil de l'Ordre des architectes, en parallèle de mon activité d'architecte et d'urbaniste. Et également, je suis expert judiciaire à la Cour d'appel de Rennes, pour la Cour d'appel de Rennes, excusez-moi. Pour vous dire aussi que le métier d'architecte peut être avec différentes fonctions et c'est quelque chose qui remplit bien le planning de notre semaine. Pour l'Ordre des architectes, je vais présenter notre institution, puisque c'est souvent assez mal connu. On nous dit parfois que ça ne relègue que du corporatisme. En fait, pas du tout. L'Ordre des architectes est un organisme qui a été créé, une institution qui a été créée par la loi de 77, non pas par la loi de 41, parce que c'est pas du tout les mêmes textes, et qui est sous la tutelle du ministère de la Culture et qui a pour mission principale de contrôler le titre d'architecte, de garantir le respect des règles déontologiques, en l'occurrence permettre aux consommateurs, en cas de problématique, de bien faire contrôler que l'architecte a bien respecté tous ses engagements, mais également contrôle les confrères de leur obligation d'assurance. L'Ordre des architectes a également comme mission de promouvoir l'architecture, mais également de représenter les architectes auprès des collectivités, qu'elles soient locales, voire nationales, y compris les ministères, et également de pouvoir agir en justice quand il y a effectivement des problèmes de protection du titre, mais également des marchés qui peuvent s'avérer être irréguliers. Je rappelle également, on fait un peu une promotion de nos actions, mais que l'Ordre des architectes est disponible auprès des particuliers et des architectes pour organiser des conciliations. Donc avant d'en venir aux juridictions, aux tribunaux, nous avons la capacité de pouvoir faire se rencontrer les parties et je ne vous cache pas que dans 80% des cas, il y a un accord. Donc ça veut dire que ça permet aussi d'apaiser des relations qui s'étaient tendues. Alors l'institution ordinale est répartie sur 17 régions, y compris les régions qui sont là-bas, outre-marines. Les slides vous permettent de voir à peu près la proportion du nombre d'architectes par région. Alors, en ce qui concerne les Pays de la Loire, je ne sais pas si le chiffre est tout à fait à jour, parce que je crois qu'on a un peu plus que 1309. Ah, je zoome après. Bon, très bien. Donc, on est une région qui, après la réforme de la loi NOTRe au niveau territorial, devient une région plutôt moyenne, alors que par le passé, on était une région qui était assez importante en nombre d'architectes. Alors, si vous voyez 1309 architectes, ça peut paraître assez peu, évidemment, par rapport à PACA, mais en réalité, on est une région où il y a beaucoup de sociétés d'architecture. On a à peu près 800 sociétés d'architecture, qui veut aussi dire qu'il y a un véritable dynamisme dans l'acte de construire avec des architectes. Voilà, donc je vais rappeler que donc il y a 17 conseils régionaux, qu'il y a un conseil national, et à savoir que les conseils régionaux et le conseil national travaillent tout à fait en partenariat, puisque le conseil national est notre organe de coordination. En ce qui concerne l'organisation au sein de notre région, alors là, il y a un déséquilibre territorial assez important, puisqu'on constate que sur la Loire-Atlantique, il y a 849 architectes, donc quasiment les 2/3 des architectes, et que des départements comme la Mayenne, et c'est bien pour ça qu'on a un de nos conseillers qui est ici présent, ne sont que 33. Voilà. D'autre part, ce qu'on pourrait aussi dire, et ce que révèle pas cette carte, c'est qu'on voit 849 pour la Loire-Atlantique, mais en réalité, si on zoomait un peu plus, on aurait une concentration extrêmement forte sur la métropole nantaise et nazérienne, alors qu'on peut aussi avoir quelques déserts d'architectes au niveau du département de la Loire-Atlantique.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau de la profession, je regarde les chiffres parce que donc c'est toujours plutôt masculin dans les inscrits architectes, alors même qu'en sortie d'école d'architecture, on a plutôt 75% de femmes. Donc là, il y a un déséquilibre qui tend à se résoudre, mais qui met un certain temps. Voilà, et puis c'est tout. Ce qu'on peut aussi dire sur les profils, je crois qu'on peut revenir en arrière, les profils de la commande de projet, parce que tout à l'heure, Julien nous a présenté des projets assez emblématiques, sauf un petit peu moins vers la fin, mais faut rappeler que la plupart de la commande des architectes, d'architecture, c'est pour des projets tout à fait absolument pas élitistes. Encore une fois, la proposition de travailler avec un architecte, on reverra et je développerai plus largement, c'est des garanties. Et les garanties, c'est pour tous les publics, y compris les publics qui auraient des besoins très particuliers. Donc ça, je veux vraiment insister là-dessus. Les architectes, il y en a quelques-uns qui vont arriver dans leur carrière à faire des monuments. On connaît bien le Star Archi, mais la plupart de nos confrères, à savoir les 30 000 architectes français, travaillent pour toute la population française, sans exception. Je regarde parce que je vois très très mal. Donc alors on a une répartition 60% de particuliers. Maîtrise d'ouvrage public, ce dont on parle toujours, ce n'est que 20% de la commande. Donc ça veut dire que ça représente pas grand-chose, alors qu'on ne parle que de ça. Et dans les médias, effectivement, on va se gauser d'un bâtiment qui est coûté très cher et qui est un certain nombre de fuites, un certain nombre de problématiques, en se disant que bien évidemment c'est de la faute de l'architecte, même s'il endosse de grosses responsabilités. Il faut quand même faire très très attention pour analyser un peu plus les dossiers, et on peut s'apercevoir que le coût et les demandes du maître d'ouvrage peuvent être la cause de tous ces problèmes. Les missions régaliennes, j'en ai un petit peu parlé précédemment, hein, donc c'est alors ça va parler à personne, la gestion du tableau. Qu'est-ce que ça veut dire, la gestion du tableau? En fait, ça veut juste dire qu'on va contrôler si un architecte est architecte ou non. À savoir que quand vous entendez que vous avez le cousin, etc., qui peut vous donner un petit coup de main parce qu'il est architecte, il peut avoir fait des études d'architecture, mais la seule personne qui est architecte, c'est celle qui est inscrite à l'ordre des architectes, puisqu'il y a la garantie d'être contrôlé. C'est peut-être pas très glamour, mais en fin de compte, c'est comme un médecin. On ne reviendrait pas sur la profession de médecin en se disant oui, il a fait des études de médecine, donc il est médecin. Non, un médecin qui est médecin, il est inscrit à l'ordre des médecins. Un avocat, c'est exactement la même chose. Le contrôle de l'assurance, passe pas trop là-dessus, mais tous les ans, les services du Conseil de l'Ordre passent un temps important à contrôler l'assurance des architectes. Et si les architectes ne sont pas assurés, ils ne sont plus inscrits à l'ordre, donc ils ne sont plus architectes. Et ça protège encore le consommateur. Le respect de la déontologie, je ne vais pas reprendre les 42 articles, parce que je pense qu'on va y passer la soirée. Mais en l'occurrence, il y a effectivement un article qui peut être extrêmement intéressant. C'est, d'une part... Je crois que Marion et Vincent vont en parler tout à l'heure, c'est l'obligation de contrat, ce qui vous permet aussi d'être sécurisé pour savoir ce que vous avez commandé et la garantie des résultats qui seraient apportés, mais également l'interdiction de compérage. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'interdiction de compérage? C'est qu'il y a des professions qui peuvent bénéficier de ce qu'on appelle d'une commission, et l'architecte, c'est totalement interdit. Donc ça aussi, ça peut être aussi rassurant, puisque le prix d'honoraire que vous paierez à un architecte ne peut pas être un autre prix qui passe par d'autres vecteurs, à savoir notamment les entreprises, les fournitures de matériaux ou autres. Voilà, donc le code de déontologie, il est disponible en ligne, il est passionnant, mais ça je vous laisserai le regarder plus tard. La défense du titre d'architecte, c'est qu'en parallélisme avec le code de déontologie, eh bien, les architectes qui respectent les règles, ils doivent être défendus sur la base de leur monopole. La loi de 77 a fait extrêmement bien les choses, puisqu'elle a rappelé que tout acte de conception architecturale était du monopole de l'architecte. Alors, elle y a rajouté un alinéa 2 qui dit qu'à titre exceptionnel, sur des constructions maintenant inférieures à 150 mètres carrés, quand une personne construit par elle-même, elle pourrait faire la conception du projet. On voit bien que cette version ou cet alinéa a été dévoyé, ce qui est bien dommage, mais en l'occurrence, c'est une exception. En ce qui concerne tout le reste, donc que ce soit pour des sociétés, pour des entreprises, le recours à l'architecte pour la conception du projet est totalement obligatoire.
Autre sujet du monopole, c'est pour la maîtrise d'œuvre de marchés publics. Donc de manière générale, pour tout ce qui va être construction de bâtiments publics, le recours à l'architecte est obligatoire. Donc en fait, quand je vous parle monopole, on va se dire, bon, c'est super, les architectes, ils s'en sortent très bien, puisqu'on leur garantit du travail, alors même qu'il y a d'autres personnes qui économiquement peuvent être tout à fait compétents. Non, le monopole, c'est un échange des garanties qui sont apportées par leurs obligations. Et ça, il faut bien tous l'avoir en tête, que cette garantie, c'est la garantie pour le consommateur. Ce contrôle, ça fait plaisir à aucun architecte de payer une cotisation ordinale, d'envoyer ses attestations d'assurance, de faire ses déclarations de permis de construire à l'ordre, etc., etc. Ça ne leur fait pas forcément plaisir, mais c'est une garantie pour leurs clients. Le conseil juridique, alors ça c'est très l'institution ordinale. Donc, en ce qui concerne notre conseil, nous avons décidé de mettre en place un conseil juridique. Donc, bien évidemment, on ne marche pas sur le plate-bande des avocats, mais on est là pour orienter, que ce soit les particuliers, que ce soit les maîtres d'ouvrage publics, mais que ce soit également les architectes, sur des points de droit qui peuvent être un petit peu complexes. Donc on a du personnel qualifié pour vous répondre. Le dernier sujet, c'est la solidarité entre aides. Alors comme tout ordre, on a un petit volet sur la solidarité entre aides. Je ne vais pas vous dire qu'on est une institution qui est très riche et on aimerait faire beaucoup plus. Aujourd'hui, la solidarité entre aides, c'est principalement des exonérations de cotisations ordinales. Je vous avoue, c'est un peu navrant de vous annoncer ça. Mais on en est là, puisqu'on n'a pas les moyens de faire autre chose, si ce n'est d'avoir de l'assistance sur des sujets juridiques, voire même de mettre en place des gestionnaires, ce qu'on appelle des architectes gestionnaires, quand vous avez des difficultés auprès notamment du tribunal de commerce ou des problèmes économiques. On a très régulièrement, nous, donc tous les vendredis matins ici pour la métropole nantaise, ou alors une fois par mois, des conseils aux particuliers qui ont pour but justement d'essayer d'éclairer le plus en amont possible les personnes. Et donc, on a beaucoup de questions qui nous sont posées. Et c'est un peu la trame de la soirée qu'on vous propose, c'est d'essayer de jalonner un petit peu justement les différentes questions posées et que justement les architectes qui sont ici sur scène puissent y répondre. Et donc, on va pouvoir commencer par une présentation succincte, si vous voulez. Donc, Philippe l'a déjà fait. Donc, Vincent et Marion, n'hésitez pas à prendre le micro. Je suis Marion Barbotin. Donc, je suis conseillère à l'Ordre régional des Pays de la Loire, des architectes des Pays de la Loire, également architecte. Moi, j'ai fait ma formation à Nantes, à l'école d'architecture de Nantes, et également après mon habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre à Bordeaux. J'ai un cursus assez classique. Et voilà, donc j'ai commencé par 5 ans d'expérience dans des agences d'architecture avant de créer après ma propre structure, de m'associer. Puis j'exerce en Vendée à La Roche-sur-Yon. Bonsoir, donc Vincent Emery. Donc, comme Marion, je suis nouvellement conseiller à l'Ordre des architectes et référent du département 53. Je suis installé à Laval. Au niveau de mon parcours, j'ai un parcours un peu plus atypique que Marion. Je suis sorti on va dire du classique. C'est-à-dire que moi, j'ai une formation de collaborateur d'architecte à la base. J'ai travaillé dans plusieurs cabinets d'architectes et ça m'a permis à la suite de pouvoir intégrer la formation continue aux architectes, donc à l'école de Nantes. Sur les 2 premières années, on a des aménagements qui sont faits pour pouvoir poursuivre ses études. Et après, les 2 dernières années, on a un cursus on reprend le cursus normal. Donc j'ai repris mes études à 40 ans. Donc c'est une autre façon de voir les choses, mais c'était aussi une façon de se remettre en question. C'était une passion parce que j'ai toujours travaillé dans les cabinets d'architectes. Donc c'était un aboutissement pour moi. Et donc aujourd'hui, je fais partie des 33 architectes inscrits en Mayenne. Donc j'ai une agence à Laval. On est 5 collaborateurs et on a plutôt un domaine d'intervention sur la réhabilitation. On travaille plutôt sur les bâtiments existants. Merci à vous deux. Et donc, pour ma part, je me suis présenté tout à l'heure, mais moi, je suis architecte. J'ai fait l'école de Rennes, donc l'ENSAB. J'ai travaillé pendant 2 ans dans des agences qui faisaient autant du marché privé que du marché public, avant de partir vers justement les CAE. Donc, ces structures qui permettent d'exercer différemment, mais d'être plutôt sur la mission de conseil et de pédagogie, d'essayer de faire bouger les lignes, que ce soit auprès des porteurs de projets publics ou privés. Mais donc, voilà un autre type aussi d'exercice.
Et donc justement sur la question de la formation, on a la chance donc d'être sur l'île de Nantes, juste à côté d'ici. On a l'ENSA Nantes. Et donc peut-être, Philippe, tu pourrais nous en dire un peu plus sur la formation des architectes? Alors, sans rentrer complètement en détail sur tous les éléments ponctuant la formation classique à l'école d'architecture de Nantes, alors je vais rappeler quand même quelques chiffres. À l'école d'architecture de Nantes, il y a à peu près une grosse centaine sur les premières années d'étudiants qui sont admis. Il faut savoir qu'en première année, il y a eu jusqu'à il y a peu à peu près 2500 candidats. Donc ça veut dire que la formation d'architecte est relativement élitiste, puisqu'il faut avoir d'excellents résultats au baccalauréat. Donc c'est quelque chose qui est très, très recherché. C'était le préambule. Après, la formation d'architecte, elle se passe tout d'abord en 5 années. Sur une formation qui est très très diversifiée, à la fois sur les sciences humaines et également sur des approches techniques très poussées. Et on peut aussi dire que cette formation, elle est, par le biais des options, elle peut être également du sur-mesure sur les domaines de spécialisation. Tu as parlé des différents champs d'activité des architectes. Et comme le monde de l'architecture, de l'urbanisme ou de l'aménagement des espaces est tellement vaste, l'école d'architecture permet de proposer toutes ces options. Donc ça, c'est les 5 premières années. Ensuite, il y a pour les architectes qui veulent, enfin pour les étudiants diplômés en architecture qui veulent devenir architectes, ils font ce qu'on appelle l'habilitation d'exercer la profession en leur nom propre, la HMONP. Et là, c'est effectivement je ne sais pas si on appelle ça un stage, je ne me rappelle plus si c'est un stage en agence, mais il y a une sorte de parallélisme entre un exercice pratique et également un certain nombre de cours théoriques qui amènent les étudiants, en tout cas ceux qui vont être postulants pour présenter leur dossier à l'ordre des architectes, à présenter aussi une synthèse de tous ces sujets en parallèle de quelques cours pratiques sur l'exercice de la profession. Donc il y a véritablement la sortie de l'école d'architecture des gens qui sont totalement opérationnels parce qu'ils ont été obligés d'être confrontés à la profession de toute façon directement. Voilà. Merci. C'est vrai que vous avez vu différents intitulés, notamment potentiellement le DPLG, donc c'était ce qui était avant, donc diplômé par le gouvernement, et après je ne sais plus en quelle année c'était exactement, mais autour des années 2006 je crois, la HMONP, donc l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. Donc c'est pour ça que vous pouvez trouver encore aujourd'hui les deux intitulés, mais qui vous garantit justement d'avoir recours à un architecte. Oui, Marion. Non, juste pour ajouter quand même que l'architecte, pour rester architecte, doit se former tout au long de sa carrière. Ce n'est pas juste une formation en 5 ans, plus une année en plus. On se forme tout au long de notre carrière pour être au fait de toutes les dernières normes, les dernières manières de construire, etc., etc. Mais bon, on abordera le sujet après. Tout à fait. Et donc, la première question qu'on se pose, j'imagine, c'est pourquoi faire appel à un architecte? Pour quelle plus-value? Et quelles sont les garanties? Tu en as déjà un peu parlé, Philippe, mais potentiellement, n'hésite pas à compléter. Je prends la parole sur pourquoi faire appel à un architecte. En fait, c'est parce que c'est une évidence. Déjà, je vous ai quasiment tout dit maintenant, mais plus sérieusement, les garanties. Les garanties, c'est effectivement les garanties des professions réglementées. Une profession réglementée, c'est une profession qui est contrôlée. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes les missions ordinales, mais en tout cas, vous avez affaire à un professionnel, ça a été rappelé, qui a une formation initiale et qui a des formations complémentaires obligatoires et contrôlées. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. On est dans un monde sur lequel tout le monde s'annonce être en compétence de faire tout, sauf qu'il y a assez peu de contrôle sur beaucoup de sujets. Donc ça, c'est le premier élément extrêmement important, c'est la sécurité. Donc la sécurité de diplôme, la sécurité d'une formation continue et de l'habilitation. Ensuite, dans notre formation, nous avons bien évidemment tous les volets qui concernent l'acte de construire. Il y a des volets juridiques qui sont assez poussés. Donc vous allez dire, oui, le droit, ça sert à quoi dans l'architecture? Si, parce que le droit du sol, aujourd'hui, c'est une composante dans la palette de conception de l'architecte qui est totalement indispensable, puisque, bien évidemment, on ne peut plus construire déjà, il faut des permis de construire, on ne fait pas n'importe quoi, mais même les règles se sont durcies.
Et même si nul n'est censé ignorer les textes, la loi ou tous les textes et toutes les règles qui sont votées par les conseils municipaux, voire l'Assemblée, il faut avouer que parfois c'est un petit peu la jungle. Donc les confrères sont là pour décrypter et vous renseigner des possibilités à construire. Ça sera peut-être des sujets qui vont être évoqués dans le déroulement de la phase que mes confrères vont vous dire pour faire appel. D'autre part, un autre sujet extrêmement important, c'est la transparence des coûts. Alors ça, c'est ce qui fait le plus de mal à la profession d'architecte, puisque la plupart des coûts dans la maîtrise d'œuvre sont masqués. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le problème du compérage. J'ai absolument rien contre le maître d'œuvre, qui n'est absolument pas un titre, que n'importe qui, vous tous, vous êtes maître d'œuvre demain, mais lui n'a aucune obligation pour être uniquement rémunéré par vous. Donc comment voulez-vous qu'il protège vos intérêts quand il est rémunéré par les gens qu'il doit contrôler? Donc c'est un truc un petit peu étrange, puisqu'on va vous dire, ben oui, tout à l'heure on va parler du coût, un architecte ça coûte cher. Non, ça coûte pas cher, c'est visible, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà, ça c'est un autre point. Un autre sujet, c'est, vous êtes garanti qu'il va y avoir une conception harmonieuse. On a parlé tout à l'heure de la formation holistique de l'architecte, à savoir à la fois artistique, mais également techniquement réalisable et pérenne. Et bien là, vous êtes quasiment sûr, après avoir trouvé l'architecte qui vous convient, parce que, encore une fois, quand on va avoir les deux profils de Marion et Vincent tout à l'heure, on va se rendre compte que les architectes ne proposent pas tous la même chose. En tout cas, ils assurent la même qualité de prestation en fonction de vos besoins. Et puis, moi, j'allais vous dire, qu'est-ce que vous regardez sur les annonces immobilières, sur l'investissement d'une maison, principalement, puisqu'aujourd'hui, c'est faire appel à un architecte pour un particulier, c'est le thème très particulier, c'est un investissement, c'est vous abriter, bien évidemment, mais à long terme. C'est-à-dire que il y a peu de familles qui ont des dépenses plus importantes que celui de l'abri dans lequel ils habitent. Donc ça veut dire que c'est l'investissement d'une vie. Et cet investissement d'une vie, on veut le transmettre. Eh bien, regardez les annonces immobilières et vous regardez quand c'est marqué maison d'architecte, en réalité, ça coûte plus cher que la maison qui est marquée maison de constructeur ou autre. Voilà. Donc, en réalité, j'allais vous dire, nous avons des architectes qui maillent assez bien le territoire, qui, dans leur diversité de culture, de sensibilité et d'approche, répondront de toute manière à tous vos besoins. Est-ce que vous voulez compléter ou non? Peut-être un petit mot sur l'assurance, peut-être? L'obligation d'assurance, Philippe ou... Je complète sur l'obligation d'assurance. Alors, je ne sais pas trop quoi dire sur l'obligation d'assurance, mais aujourd'hui, donc les entreprises de bâtiment, pour lesquelles j'ai énormément de respect, si elles disparaissent du paysage et que vous n'avez pas l'attestation d'assurance, je vous parle de toute façon de la garantie décennale tout d'abord, eh ben, vous êtes un petit peu mal parti, puisque vous ne savez pas envers qui vous allez avoir un recours. Envers un architecte, il n'y a juste pas de problème. Parce que si vous avez eu affaire à un architecte au moment où vous avez construit, et qu'il soit véritablement architecte, il était automatiquement assuré, puisque sinon, il ne pourrait pas porter le titre d'architecte. Donc, en réalité, ça vous facilite aussi la tâche. Je rappellerai également dans la mission d'architecte, quand il va gérer la totalité de la mission, c'est lui qui aura la responsabilité de collecter les assurances et tous les documents administratifs des entreprises qui auront travaillé sur votre ouvrage. Ça, c'est aussi important de le rappeler. Voilà, c'était juste le volet assurantiel. Voilà, c'était pour ça, parce que c'est quand même une vraie sécurité par rapport aux particuliers. Et donc, une autre question qu'on me pose souvent, c'est y a-t-il une taille ou un coût de projet minimum pour solliciter un architecte? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? Je dirais, je vais faire une réponse de Normand, oui et non. Je pense que à partir du moment où le projet il est adapté à une enveloppe et qu'elle soit complètement cohérente, en effet, l'architecte peut intervenir. Mais il va intervenir sur une maison d'habitation, mais ça peut être aussi bien un projet de garage, ça peut être aussi de l'agencement intérieur. Mais il faut que tout soit bien en adéquat pour que l'architecte puisse intervenir. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment une taille, ou petit projet ou gros projet. Je pense que l'architecte a sa place sur l'ensemble des projets. Non, après, c'est vrai que vous allez nous dire que, oui, mais je ne vais peut-être pas mettre autant en montant de travaux qu'en mission pour l'architecte.
Mais à ce moment-là, en fait, l'architecte est là pour dialoguer avec vous, donc c'est tout à fait possible aussi d'adapter les missions. C'est toujours une plus-value pour vous de passer, même juste pour une mission, une petite mission de conseil, pour tirer parti vraiment de votre habitat. Que ce soit une construction, une extension, un garage. Il y a tout un contexte, il y a tout un ensemble d'éléments à penser et à prendre en compte, dont l'architecte va pouvoir vous donner une réponse qui est cohérente. Voilà. C'est vrai que ça qui est très intéressant, c'est vraiment la logique de sur-mesure. Et quand Marion parle de conseils ou même de faisabilité, on y reviendra juste après, mais voilà, c'est vraiment cette logique de sur-mesure. C'est sur la demande du client, et donc il faut aussi rencontrer son architecte. On va en parler juste après. Ce que je peux rajouter sur cette opportunité, c'est-à-dire que dans les premières phases, les études préliminaires notamment, l'architecte ayant une responsabilité extrêmement importante sur la totalité du projet et étant le véritable conseil du client, dont je fais presque un parallèle de l'avocat, il peut lui dire aussi, et il a la responsabilité de lui dire que c'est pas faisable dans les conditions qu'il expose. Et ça fait du mal à entendre parfois, mais en réalité, ça protège de s'amener vers un projet qui ne puisse pas aboutir, puisqu'il n'y a pas d'adéquation entre le budget initial et le budget final, et surtout les capacités financières du client à faire son projet. Donc, encore une fois, je veux vraiment insister là-dessus. L'idée, nous ne sommes pas des sociétés commerciales et on ne peut pas faire de commerce. Donc, ça change un petit peu la donne sur ces sujets-là. Voilà, je voulais le rappeler. Tout à fait. Et donc, une fois qu'on est convaincu et qu'on veut faire appel à un architecte, la question qui arrive est la suivante: comment bien choisir son architecte, justement? Donc il y a différentes solutions sur Internet, mais il y a un site Architecte pour tous qui est à disposition de tout le monde par le biais de l'ordre. Donc on a une carte, je ne sais pas si... Alors, je suis désolé parce que je ne maîtrise pas très bien. Voilà. Donc on voit la carte qu'on peut agrandir. Et on peut zoomer sur le secteur où on cherche un architecte. Et là, on va avoir différentes pastilles rouges et ça va indiquer les architectes. Et certains architectes vont aussi mettre en avant leur structure par des visuels, peut-être affirmer plus une identité qu'une autre. Donc ça, c'est une possibilité de trouver un architecte à proximité de chez soi. C'est vrai que donc c'est un site qui est assez intéressant parce qu'il y a différentes manières de chercher, justement, avec différents profils. Est-ce que vous êtes un particulier? Est-ce que vous êtes un professionnel? Parce qu'il y a des architectes qui vont travailler uniquement justement pour les particuliers, d'autres qui vont faire que du public, on va dire. Et donc c'est ça qui est assez intéressant, d'avoir aussi cette facilité d'accéder à de la ressource et à des références. Parce que nous, ce qui nous importe aussi, c'est la logique de rencontre entre un client et son architecte. Et donc ça permet aussi d'avoir des sensibilités. Tous les architectes ne vont pas travailler de la même manière, n'auront pas les mêmes inspirations, les mêmes choix par rapport, je sais pas, aux matériaux ou autres. Et donc, c'est vrai que c'est ça qui est assez intéressant. Il y a aussi le tableau de l'ordre qui existe, t'en parlais tout à l'heure, Philippe, mais c'est vrai qu'il est plus une logique de listing. Et donc là, il y avait un effort de pédagogie et d'accès à la ressource, en tout cas, qui était proposé via ce site-là. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, à aller y jeter un œil. Ça peut être vraiment intéressant. Alors, ce que je peux rappeler... Ça fonctionne, ouais. Le site, normalement, est sécurisé, parce que je ne suis pas vraiment très, très compétent en informatique. Donc, ce qui permet aussi, en temps réel, de voir que les architectes soient bien inscrits. Puisque, comme vous avez pu le remarquer, quand je vous ai expliqué qu'on avait un rôle de contrôle, il y a des architectes qui sont architectes un jour et qui ne le sont pas forcément le lendemain. Donc là, encore une fois, ça veut dire qu'au moment où vous allez rencontrer la personne, vous êtes assuré qu'il pourra répondre à vos demandes et que vous aurez toutes les garanties que j'ai énumérées tout à l'heure. Après, au-delà du formalisme, je dirais comment bien choisir son architecte. Il ne faut pas hésiter à prendre le temps de choisir son architecte, à aller le questionner, à aller le rencontrer dans son agence et à lui faire part de son projet. Je pense qu'il y a une grande... Comme on est dans un dialogue, on est dans une relation... le feeling est extrêmement important. Le feeling, sa sensibilité architecturale, également toutes les références qu'il a pu faire. Faut quand même se retrouver, je pense, dans son architecte. En moyenne, un projet, c'est 1 an et demi, 2 ans. Donc, je pense que c'est... Voilà, on parle de compatibilité, on va dire. Et puis, c'est pour le bien de votre projet. Et puis, c'est très agréable.
c'est une belle aventure. Complètement d'accord. Quand vous parliez tout à l'heure de choisir un architecte, Marion l'a évoqué, c'est une aventure et c'est une rencontre. L'architecte, dans les médias, on le voit véritablement comme inaccessible. Dans le quotidien, c'est très très différent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit les espaces, les connaît, maîtrise les techniques, mais va décrypter ce dont vous avez envie et presque même les non-dits que vous pouviez avoir. Donc c'est pas quelqu'un qui va être uniquement pour vous faire plaisir et dans le compromis, mais va s'attacher, je pense, dans les relations avec les particuliers, à devancer ou voire même à vous étonner positivement sur des espaces auxquels vous n'auriez pas pensé. Donc, parce que parfois, on peut me dire, oui, avec le logiciel, architecte, je sais pas trop quoi, on arrive à avoir notre projet, ça ressemble à peu près à ça. En fait, non. Ce sujet-là, ça vous permet peut-être de construire votre programme, mais absolument pas la réponse qui va être adaptée à la fois à vos besoins, au site qui l'accepte, mais également à toute la famille qui va habiter dans la réalisation. Et donc, comment se passe le premier contact, vu qu'on parlait justement de cette fameuse rencontre? Donc, souvent, le premier contact, il va peut-être se faire par téléphone ou un mail qu'on peut recevoir au sein de l'agence. En tout cas, nous, au sein de l'agence, la première chose qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a ce contact, on cale un rendez-vous chez la personne. Donc, on fait cet effort de se déplacer, mais c'est aussi une façon d'avoir un échange aussi dans leur univers, dans leur milieu, de déjà commencer à sentir aussi leur sensibilité, comment ils imaginent leur projet. Donc souvent j'ai ce document qui est une forme de petite pense-bête où je vais définir avec eux leurs besoins, un programme, on va définir un programme, et définir aussi par exemple un budget, s'ils l'ont ou pas. Et derrière ça, ça va permettre déjà d'appréhender un peu un projet. En tout cas, c'est un moment qui est assez important, surtout ce premier rendez-vous, parce que c'est aussi savoir est-ce que c'est une réhabilitation, c'est une rénovation, est-ce que c'est une construction neuve. Et on va aussi expliquer comment fonctionne l'architecte et quelles sont les missions. Et toutes ces missions-là, on va les expliquer. Et c'est suite à ce premier rendez-vous-là où on va être amené à faire un contrat pour expliquer notre fonctionnement, notre façon de travailler. Très bien. Et justement, donc, comment le client peut formaliser éventuellement aussi ses demandes? Est-ce que vous avez des habitudes de travail qui permettent aussi de guider un peu le particulier pour vous exprimer un peu ses attendus? C'est de l'échange. Beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, beaucoup d'écoute. On essaye de comprendre les besoins. Après, nous, à l'agence, on pratique beaucoup l'étude préliminaire. Donc, c'est une esquisse plus. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Et ça permet vraiment d'aller explorer ensemble le projet, le programme et l'enveloppe de travaux. Donc, le projet avec tout son contexte et d'avoir la meilleure réponse. Mais c'est un travail aussi qu'on fait ensemble. Donc nous, systématiquement, lors des premiers rendez-vous, on initie vers une étude préliminaire. Une étude préliminaire, c'est rémunéré. C'est à peu près 20 heures de travail. Donc voilà. Et on va aller, on a toute une méthodologie et on va aller explorer le projet ensemble et votre projet, qui soit une construction de maison, une extension, une rénovation. C'est encore plus vrai dans le cas d'une rénovation ou d'une extension parce que on va vraiment analyser aussi la bâtisse existante. On va vous conseiller, on va vous orienter si on voit des problématiques structurelles, etc., etc. En fait, l'architecte est là vraiment pour vous conseiller sur une globalité d'éléments. Et voilà, donc moi, c'est ce que je peux dire. Donc oui, pour illustrer, nous, c'est vrai qu'en amont du contrat, on aime bien apporter ce qu'on appelle une proposition de mission, où on récapitule un petit peu ce qu'on a pu se dire, les particularités du projet et surtout notre méthodologie.
voilà, on met les cartes sur la table, on joue la transparence pour démarrer cette relation. Voilà, évidemment, c'est chiffré. Et puis, c'est aussi une mission qu'on affectionne particulièrement parce que c'est une mission courte. Potentiellement, on peut l'arrêter pour X raisons, parce qu'on n'a pas les moyens d'aller au bout de son projet, parce que finalement, on ne s'entend pas, parce que en fait, le projet tombe à l'eau. Mais bon, dans 90% des 90% du temps, pardon, on continue l'émission et puis on va jusqu'au bout et jusqu'à la livraison des travaux. Oui. Ce qui est important dans ce que rappelle Marion, c'est que comme on a l'obligation de contrat, ça permet de serrer toutes les problématiques en amont, et ce qui sécurise une relation. Encore une fois, bien souvent, l'incompréhension, c'est l'incompréhension de ce qu'on a pu entendre. Et à partir du moment où on a l'obligation de formaliser par écrit, et formaliser par écrit, c'est pas un manuel comme vous pouvez avoir sur n'importe quel appareil ménager qui est en 8 langues et en 300 pages. C'est en quelques pages qui vont rappeler les règles du jeu, le financement et les attendus de chacun. Si jamais l'une ou l'autre partie ne respecte pas les règles, il y a toujours possibilité de les rompre par le biais de ces contrats. Donc ce contrat qui est rappelé de 20 heures, parfois plus, parfois moins, ça vous permet aussi de véritablement payer que ce que vous avez consommé, parce qu'il est souvent entendu, oui, mais j'ai été voir telle société d'aménagement, de je ne sais quoi, qui propose de me faire mon esquisse gratuitement. En fait, ça veut dire quoi de faire son esquisse gratuitement? C'est une société. Donc, en fait, l'esquisse, si vous ne suivez pas le sujet après, très bien, vous avez une esquisse qui ne vous sert à rien, mais qui est gratuite. Mais en réalité, si vous concluez le projet avec cette personne, vous payez l'esquisse de ceux qui n'ont pas pérennisé le projet. Je ne sais pas si je suis extrêmement clair, mais dans une démarche d'entreprise, qui finance qui? Là, en réalité, l'architecte a l'obligation d'être uniquement rémunéré par le client qui le mandate. Et ça, c'est vraiment la clé de notre profession et surtout la sécurisation, ce qui parfois fait un petit peu peur parce qu'il y a une transparence qui sait que ce qui coûte 1 000 € coûte 1 000 € et c'est 1 000 € qui ont été dépensés pour votre projet dans votre intérêt. Et donc justement, on en arrive pour protéger aussi le consommateur, est-ce qu'il faut formaliser les choses via un contrat? Je pense que vous doutez de la réponse, mais je la pose quand même. Ouais. Bon, évidemment, ça a été évoqué. Donc, souvent, on utilise les contrats de l'ordre qui sont accessibles aussi à tout le monde. Donc, c'est primordial, en tout cas, de formaliser un contrat avec son maître d'ouvrage. C'est une garantie pour aussi bien le maître d'ouvrage que l'architecte aussi. Donc, tu fais, alors là on fait de la pub pour l'institution ordinale, ce qui est bien. Le contrat de l'ordre, il a cette vertu, c'est qu'étant une institution avec une mission déléguée de service public, elle est contrôlée par les juridictions. Ce qui veut dire que c'est un contrat équilibré. En fait, en France, vous pouvez inventer quasiment n'importe quel contrat qui vous dise en tout petit en bas vous devez telle somme quoi qu'il en soit. En fait non, les contrats ordinaux sont faits de toute façon pour être équilibrés, sinon ça y aurait ce qu'on appelle des mesures potestatives, ce que peuvent employer les magistrats qui annuleraient la totalité. Donc quand vous avez un contrat de l'ordre des architectes, donc c'est marqué là-haut, il y a le logo de l'ordre et ça doit être rappelé en bas, normalement il est fidèle. Alors je vous invite toujours, parce que on est une profession réglementée et responsable, mais il y a toujours quelques petits tricheurs, de vérifier si le contrat qui vous est proposé avec le logo en haut et le logo en bas est bien celui qui est sur Internet. Voilà. C'est vrai que c'est très important parce que c'est vraiment les règles du jeu en fait, ce qui vous engage vous vers l'architecte et l'architecte réciproquement. Donc c'est intéressant parce que ça permet aussi de voir un peu les différentes cases cochées dans les éléments de mission, par exemple, jusqu'où vous souhaitez aller et que tout soit bien borné dès le début pour qu'après le projet se déroule au mieux. Et si jamais il devait y avoir une mésentente ou autre, c'est ça qui fait foi. Et moi régulièrement on vient me voir, régulièrement, non c'est quand même heureusement assez rare, mais quand il peut y avoir un souci, c'est le contrat qui
qui fait froid. Et s'il n'y a pas de contrat, ça devient beaucoup plus compliqué. Pour rassurer tout le monde, le contrat, il peut vivre, il peut évoluer. C'est-à-dire qu'il y a des avenants au contrat qui sont aussi possibles, en plus, en moins, dans les missions. À partir du moment où il y a l'accord des parties, le contrat peut être amendé. Je parle pas au niveau privé, au niveau public, c'est un petit peu différent. Donc ça aussi, c'est aussi une sécurisation, puisque là, vous avez les contrats types, mais vous avez aussi des contrats d'avenant qui peuvent venir se substituer, s'ajouter au contrat au cours de la vie du projet, puisque là, on parle de projets, tu parlais de projets sur des temps plus ou moins longs, mais on peut aussi avoir des projets en phase, avec une phase 1 de construction, une phase 2, une phase 3, sur lequel on a besoin de créer des avenants au niveau des coûts, au niveau des réductions de missions ou de l'accentuation de certains éléments de mission. Et donc voilà, une fois qu'on a parlé de tout ça, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec justement donc, le projet, avec des questions qui arrivent régulièrement. C'est donc quelles sont les missions réalisées par un architecte, comment l'architecte travaille-t-il justement et jusqu'où il peut aller. Vu qu'on a parlé de sur-mesure, ça sera assez intéressant de voir justement vous dans votre pratique ce que vous pouvez proposer. Et aussi, voilà, est-ce que vous travaillez tout seul dans vos bureaux, est-ce que vous faites appel à des collaborateurs ou à des tiers, voilà. Donc, comme ça a été évoqué, donc, suite au contrat qui aurait été signé, suite à la première rencontre qu'on a pu évoquer, où déjà on a soulevé différents points. Si par exemple on travaille sur un bâtiment existant, il faut faire un relevé, il y a des diagnostics à faire, est-ce qu'il y a de l'amiante, pas d'amiante. Donc tous ces points-là ont déjà été changés dans nos premières rencontres. Et ensuite, donc, il y a l'étude préliminaire comme a présenté tout à l'heure Marion, mais il y a aussi, ça peut être une esquisse aussi en fonction de ce qu'on aura été noté dans le contrat. Et ensuite, je ne sais pas si on peut continuer. Donc ça c'est l'étude, je vais te laisser parler, c'est ton étude. Non, oui, il y a différentes missions. On peut distinguer en fait les missions de conception, où là c'est de la matière grise, si on peut dire, et après, également après, mais où là tout est moins palpable, on va dire. On est sur le papier, on est dans le dialogue, on est dans l'échange. Et après, il y a les missions en phase chantier, où là, on fait un suivi d'exécution des travaux. Donc oui, l'étude préliminaire fait partie du début de toute mission de l'architecte, qui peut aussi être appelée esquisse, qui peut aussi être appelée étude de faisabilité, suivant, on peut adapter en fait la mission suivant nos pratiques et suivant également le programme du maître d'ouvrage. Donc là, oui, nous, c'est notre pratique, l'étude préliminaire, comme j'en parlais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est des éléments en fait déjà support pour éventuellement aller faire une demande de prêt et qui vont explorer, en fait, on va explorer le projet ensemble. Donc là, c'est par exemple un rapport d'études préliminaires où on va aborder les questions de contexte, donc notamment la réglementation urbanisme, des éléments d'état des lieux, diagnostic de l'existant, et après également, il y a tout un détail de la nature des travaux, des surfaces, et le montant prévisionnel des travaux qu'on peut associer. Voilà. Donc évidemment, il n'y a pas que de l'écrit. On associe tout cet écrit avec des plans. Alors c'est des plans qui sont globalement succincts, qui peuvent être à la main. Ça peut aussi être de la maquette. En fait, là encore, le professionnel, l'architecte va adapter en fait le support à votre projet. Il y a des projets qui méritent une maquette parce que c'est plus compréhensible pour notre client. Et même pour nous, pour développer un bon projet, on a plus de facultés à l'explorer. Donc là, voilà, c'est toujours un support de dialogue. Il faut bien se dire que les premiers dessins, il faut dialoguer, il faut aller explorer, il faut tout mettre sur la table, en fait, tous ces doutes, toutes ces envies, tous ces rêves. C'est vraiment la première étape au projet. On peut un peu tout se permettre. Et après, l'architecte est toujours là pour recadrer ce que vous pouvez faire ou moins faire, vous aider à faire les bons choix. Ok, après on peut associer avec des images pour apporter du visuel à notre client. Voilà, c'est des exemples. Hein. Et on associe généralement aussi pour faire parler des références aussi qu'on a pu réaliser. Voilà. Si tu as des...
Donc, c'est vrai que Marion travaille avec des études préliminaires. Moi, je suis plutôt sur des esquisses, mais qui se rejoignent aussi. Sauf qu'au stade de l'esquisse, c'est plutôt une implantation sur le terrain du bâtiment, si c'est une construction par exemple, mais je ne vais pas aborder la partie financière, même si dans le contrat je sais que j'ai une enveloppe, forcément on adapte toujours le projet, mais là c'est plutôt comment on peut organiser en fonction des rencontres qu'on aura pu faire, comment je peux organiser le projet, les volumes, l'espace, voir aussi si notre rôle aussi c'est que il y a un moment, il faut aussi bousculer notre client sur le programme. C'est-à-dire qu'on se dit peut-être qu'il y a possibilité de mutualiser des espaces. Il y a peut-être possibilité aussi de penser aussi la chambre d'une autre façon que ce que peut imaginer la personne. Donc, au stade de l'esquisse, c'est tout ce qu'on va explorer dans le cadre du projet. Et donc, une fois que cette esquisse-là elle est validée, qui correspond à une étape d'une mission, on va passer à la phase donc APS, donc avant-projet sommaire, où là, on va commencer vraiment à redessiner ce qui aura été évoqué dans le stade de l'esquisse, où on va être un peu plus précis. Donc ça, c'est un exemple d'APS. C'est-à-dire que là, on va déjà regarder un peu la matérialité. On va commencer à mettre des cotes un peu sur le plan, comment ça s'organise, de façon à faire valider cette esquisse et dire que ça fonctionne. Et on va aussi commencer à faire aussi une forme de petit descriptif sommaire des matériaux qu'on va exploiter pour cette construction. Et derrière, on va donner une enveloppe financière sur le projet. Donc, ça veut dire qu'on va aborder les types d'isolants, on va aborder aussi le système de chauffage, différentes choses qui va permettre de pouvoir passer à une étape, parce qu'à chaque fois qu'on avance dans les étapes, on est de plus en plus précis. C'est l'objectif. Mais l'idée, c'est tout le temps valider l'étape pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, ça peut arriver aussi qu'à ce stade d'APS, qu'on dise non, on dépasse le budget, il faut peut-être trouver d'autres orientations. Donc, on est amené à retravailler ce projet-là. Oui, ce que je peux compléter sur tes propos, c'est que chaque étape permet aussi d'avoir un suivi de facturation de la relation avec l'architecte et on ne passe qu'à l'étape suivante que quand la première est validée. Et ça permet aussi de vous suivre le dossier. Donc les acronymes qui ont été cités, APS, APD, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, PRO, c'est projet, EXE, etc. Il faut les avoir en tête et en fait, c'est toujours une relation avec le contrat. Donc chaque fois qu'il y a de la production, c'est lié à l'avancement du classeur. Vous pourriez avoir tout simplement des intercalaires vous amenant dans le projet. Donc, parfois, on peut entendre dire lors des premières rencontres, ça paraît compliqué en fait, parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste une maison. Et en fait, la construction de cette maison, c'est une association, bien évidemment, de corps d'État, mais pour l'architecte et pour la conception, c'est un certain nombre de phases qui vont amener vers un zoom. Tu parlais de dire qu'on donne plus de précision. C'est un zoom, en fait. Plus ça va, plus on maîtrise les sujets pour répondre à l'idée initiale. Et l'idée initiale, c'est un site, c'est des besoins et c'est un budget. C'est un stade aussi où on va peut-être aussi faire appel à d'autres compétences. C'est-à-dire qu'on va peut-être se dire que c'est peut-être le moment de penser à faire une étude géotechnique parce qu'on ne sait pas si le sol il est bien adapté pour ce type de construction. Donc ça va permettre aussi de valider ces étapes-là pour la suite et des nouveaux intervenants aussi qu'on n'a pas forcément intégrés dès le départ parce qu'on n'est pas sûr d'aller au bout du projet. Donc, oui, là, c'est des exemples d'illustrations qui peuvent accompagner les plans. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que, en fait, ces étapes par phase, c'est très bien pour le client parce que ça participe aussi à un cheminement, en fait, du projet et à une précision de son projet. En fait, il arrive à se l'approprier au fil du temps. Voilà. Et donc, après la phase d'avant-projet sommaire vient la phase d'avant-projet définitif dont la conclusion est bien souvent un permis de construire ou une déclaration préalable. Donc là, pareil, on affine, on va de plus en plus dans le détail
Et là, le permis, c'est la phase, enfin, même si pas vraiment une phase, mais c'est vraiment l'aboutissement en fait de tout ce travail d'avant-projet pour avoir démarrer réellement le projet d'un point de vue réglementaire. Ouais, comme disait Marion, c'est vraiment un élément clé, parce qu'à partir du moment où on sait qu'on dépose le permis de construire, on sait que derrière, logiquement, on va construire le bâtiment. Donc c'est toujours un moment assez important. J'en profite aussi pour dire que des fois, on a des clients qui viennent, qui ont signé un compromis de vente avec un notaire et qui viennent nous dire, voilà, vous avez 15 jours pour déposer le permis de construire. Ça, c'est pas possible. Ça, quand on est chez le notaire, si on signe un compromis de vente, il faut laisser le temps à l'architecte de pouvoir travailler. Et on voit bien qu'avec ces différentes étapes, ça prend un certain temps. Donc, déposer un permis, même en un mois, c'est pas du tout envisageable si on veut répondre vraiment à la demande. Pour la partie permis de construire ou APD, c'est pareil. L'APD, c'est aussi un stade où on affine encore un peu plus l'enveloppe. C'est-à-dire que souvent, on va détailler tous les lots. Le lot terrassement, gros œuvre. On va savoir aussi ce que coûte. C'est le coût de chaque de chaque lot, ce qui va nous permettre aussi que quand on va lancer l'appel d'offres, qui sera la phase d'après, d'avoir une base de données pour être sûr de notre faisabilité, de notre projet en tout cas. Donc, le permis de construire, c'est une étape aussi, c'est des documents qui sont purement administratifs, qui sont faits pour avoir une autorisation de construire, mais ce n'est pas des documents qui sont faits pour construire. C'est-à-dire que ce n'est pas des plans. Souvent, les gens ils pensent qu'une fois qu'ils ont le permis de construire, ils peuvent faire des devis avec, mais ce qui n'est pas du tout le cas. C'est quand même d'autres documents pour pouvoir construire. C'est vrai que c'est important de le préciser parce que le permis de construire ou la déclaration préalable va permettre vraiment à l'autorité compétente de voir le respect en fait des règles d'urbanisme, de faire attention à toute une série de documents, par exemple l'attestation pour la réglementation thermique à l'époque, maintenant environnementale. Donc c'est vraiment de vérifier tout ça, et le point de vigilance sur les délais est très important parce qu'en effet l'architecte a besoin de temps aussi pour faire tout ça, mais après il y a aussi des délais incompressibles en termes d'instruction, en termes d'affichage, de panneaux de chantier, etc. Et donc c'est vrai qu'on ne peut pas, tout est très réglementé, et d'ailleurs il y a un site qui s'appelle servicepublic.fr qui est très bien sur toutes ces données, c'est très bien expliqué, et nous aussi on essaye au maximum de l'expliquer lors des rendez-vous amont qu'on a, mais le temps est très important. On peut aussi rajouter, je vais être désagréable, mais c'est que le permis de construire, c'est ce qui déclenche la fiscalité. Donc ces contrôles, en réalité, c'est pas complètement indolore. C'est que ça va aussi vous amener à prendre une responsabilité, à payer un certain nombre de taxes, y compris les taxes d'aménagement et tout ça. Et donc l'architecte est aussi là pour garantir auprès de la collectivité, mais aussi auprès de vous, que tout est bien calculé. Parce qu'il serait tout à fait anormal que vous payiez plus que vous n'ayez à payer. Donc les surfaces sont vérifiées parce qu'il y a des CHAB, il y a des CHON, il y a des CHOB, il y a plein d'acronymes dans tous les sens. Et en tout cas, il ne faut pas se tromper dans la déclaration puisque les conséquences seront principalement financières. Donc, une fois que la phase de permis de construire a été déposée, l'obtention du permis, donc ça prend un permis de construire pour une maison d'habitation, c'est 3 mois, je crois. Pour obtenir un permis de construire, c'est 3 mois. 2 à 3 mois. 2 mois. Ouais, après, ça dépend si on est en site classé, s'il y a un architecte avec des bâtiments de France et tout ça. Donc, faut aussi, quand on sait qu'on est sur un site classé, c'est important aussi de faire une rencontre avec son client, aussi, de rencontrer l'ABF, de présenter le projet, de ne pas déposer le permis comme ça, sans faire toutes ces rencontres. Donc après, on va passer sur la partie appel d'offres, donc la consultation pour les entreprises. Donc au niveau des documents qu'on va produire, on va dézoomer, c'est-à-dire qu'on va zoomer, on va travailler avec une échelle plus importante, on va rentrer un peu plus dans le détail des projets, dans la composition des murs, dans la jonction aussi entre les espaces. En tout cas, on va aussi faire des plans électriques, des plans de réseau, de façon à ce que l'entreprise qui va être amenée à chiffrer le projet ait un maximum d'éléments. Et
en complément des plans, on va fournir aussi un descriptif qui va décrire l'ensemble des prestations. Mais ce descriptif-là, c'est un élément aussi avec qui on travaille avec notre client. C'est qu'on va définir la matérialité, on fait des validations de choix, on présente des échantillons. Donc c'est une période qui est relativement longue à faire valider tous ces choix qui correspondent aussi à ce qu'on aura déjà plus ou moins exploré dans les étapes d'avant. Je rappellerai pour l'appel d'offres, la phase extrêmement importante dans la description et le zoom du projet, c'est que c'est votre garantie par rapport à la qualité des prestations des entreprises. Puisqu'à partir du moment quand vous avez un devis, parfois ça peut être extrêmement succinct. L'entreprise, quand elle va valider, donc la mise en concurrence des entreprises sera déjà basée sur le même sujet, avec les mêmes prestations. Si jamais ils ne répondent pas, sur les mêmes prestations, l'architecte vous le signalera. Mais au-delà de ça, quand les sujets seront réalisés, voire même si jamais, dans le cas assez improbable, mais il peut y avoir des désordres, les documents qui feront foi seront les documents qui seront validés par l'entreprise, qui ont été produits par l'architecte, à savoir le CCTP, le cahier des clauses techniques particulières, ainsi que les plans, et tous les documents annexes. Donc ça, c'est aussi un élément de sécurisation qui sera aussi potentiellement transmissible. On peut suivre le projet si on veut faire des modifications grâce à ce zoom. Tu voulais peut-être en parler, mais je voulais vraiment le rappeler à ce stade-là. Encore une fois, le document de permis de construire, oui, on connaît, c'est une autorisation administrative, mais le DCE, le dossier de consultation des entreprises avec toutes les pièces qui sont constituées, c'est le carnet de santé de votre construction. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit ici, c'est cette notion de détail. Tu vas pouvoir le développer, je pense, Marion. Oui, non, mais on peut tout détailler. Tout dépend des projets et de la demande encore. Donc oui, l'objectif, c'est vraiment que l'entreprise ait toutes les clés pour bien chiffrer faire une offre en fait qui est en cohérence avec le projet. Et également que nous, on puisse comparer en fait entre les entreprises un même sujet, quoi. Ce que disait Philippe. Voilà, on peut passer à la CD. Donc, une fois qu'on a lancé l'appel d'offres, il y a la mise en concurrence dans l'ensemble des lots. Donc après, il faut qu'on puisse analyser et que ça soit le plus transparent possible et que tout le monde ait bien répondu sur la même base. Donc là, on ne voit pas très bien, mais on a une forme de tableur Excel. On retrouve sur la gauche tous les articles de notre CCTP, donc qui décrit les matériaux qu'on met en œuvre. Et après, on retrouve 3-4 cases en fonction du nombre d'entreprises qu'on aura pu solliciter. Et on rajoute justement les prix. Alors on s'aperçoit aussi que les entreprises ne chiffrent pas forcément de la même façon que nous on l'imagine. Donc il y a des entreprises, ils vont mettre une ligne pour 10 articles de notre CCTP. Donc ça c'est un peu compliqué à analyser. Donc là on re-questionne pour être sûr que tout est bien prévu. Et on vérifie aussi les quantités. C'est-à-dire qu'à un moment, si on ouvre le devis sans faire l'analyse, on peut se dire, tiens, lui, il est pas cher, mais s'il lui manque 100 mètres carrés d'enduit ou de bardage, forcément, ça fait tout de suite une différence de prix. Donc, c'est un élément aussi qui est assez important dans la phase du projet, parce que c'est aussi une façon de valider tout le travail qu'on aura fait en amont et s'assurer aussi des choix des matériaux et qu'ils soient bien préservés jusqu'à la fin du projet. C'est vrai que je pense que c'est une phase qui est assez peu connue et pourtant qui prend beaucoup de temps aux architectes et qui est nécessaire justement pour comparer, vérifier la cohérence et après aller travailler justement pour le client et vérifier ce qui va être après mis en œuvre. Donc c'est important aussi d'en parler. Dans les contrôles qui nous est arrivé d'avoir à effectuer au sein du Conseil de l'Ordre, on avait une perle il n'y a pas très très longtemps. Donc c'était lors d'une réunion de conciliation qui s'est terminée d'ailleurs par une chambre de discipline. Notre confrère de l'époque, qui ne l'est plus maintenant, lui faisait des CCTP verbaux. C'est-à-dire que donc c'était assez compliqué pour pouvoir s'y retrouver et on comprenait pourquoi ses clients étaient un petit peu mal à l'aise. C'est qu'au final, il nous disait qu'il n'était pas tout à fait sur des dessins de projets verbaux, en l'occurrence. C'était très succinct, mais en tout cas, lui, c'était... Donc, toutes ces phases-là dont on vous parle, l'architecte doit démontrer par écrit ses engagements dans l'intérêt de ses clients. Ça, faut vraiment le rappeler, puisque la conférence, c'est pourquoi faire appel à un architecte. Et bien parce qu'il est obligé de faire tout ça. Voilà. Et donc une phase importante, le chantier, la concrétisation.
Donc une fois que donc on a fait cette analyse, on choisit aussi l'entreprise avec le maître d'ouvrage, avec notre expertise de ce qu'on aura pu analyser dans le cas. Donc on choisit ensemble l'entreprise avec qui on va travailler et on va passer à une phase de démarrage de chantier. Il faut que le permis soit accepté pour pouvoir démarrer et que les délais de recours soient purgés aussi. Ça, c'est quand même des points importants. Il faut aussi que la personne soit propriétaire de son terrain avant de démarrer les travaux, parce que ça peut être des choses qui peuvent arriver aussi. Donc une fois que ça, on va faire des réunions. Alors une préparation de chantier, ça c'est un point qui est assez important. C'est-à-dire que les clients souvent ils ont l'impression on a tous les devis et puis ça y est on y va. Le maçon il peut démarrer demain. Non, on démarre pas demain. C'est-à-dire qu'on travaille avec l'ensemble des entreprises. Moi j'ai souvent une préparation d'un mois et demi à peu près. Et là on a l'ensemble des entreprises qui sont autour de la table avec nous et on redéfinit bien le projet par rapport à ce qu'on aura pu fournir dans le dossier et on va affiner nos détails et puis je sais pas, un exemple c'est que il faut que le plombier donne bien ses implantations aux maçons des évacuations de la douche, des sanitaires, mais ça va être aussi le charpentier qui va donner ses descentes de charge aux maçons. Donc on contrôle toute cette phase avec des documents qui sont les entreprises donnent les documents à l'autre entreprise, mais nous on a un visa dessus, donc pour bien vérifier que ça répond bien à notre cahier des charges du départ. Donc ça dure un mois et demi, pardon. Et ensuite on va attaquer, on va démarrer les travaux. Donc souvent c'est le terrassement si c'est une construction. Et après on fait des visites de chantier. Nous au sein de l'agence on fait une visite par semaine pour chaque chantier. Et souvent on passe une deuxième fois parce que nous on travaille que localement en Mayenne, donc du coup nos chantiers sont quand même relativement proches. Mais on passe une fois sans convoquer les entreprises. C'est-à-dire que ça nous permet de voir des fois ce qu'ils nous disent. Ils sont souvent aux réunions de chantier, mais ils ne sont pas toujours après la réunion de chantier. Ça arrive des fois qu'ils ne sont pas là. Donc on se permet de faire ça, mais ça permet aussi d'avoir ce suivi et puis pouvoir rendre des comptes aussi à notre client et puis de maintenir aussi un résultat sur le projet. Donc on fait ensuite un compte rendu. Et le compte rendu, donc on a différentes phases dans ce compte rendu. C'est qu'on va avoir la liste des entreprises. On ne va pas convoquer toutes les semaines l'ensemble des entreprises parce qu'elles ont aussi autre chose à faire. Donc on les convoque sur la période de préparation et ensuite on va convoquer seulement les entreprises qui sont concernées ou les entreprises qui vont intervenir après l'intervention d'un autre corps de métier. Et donc, ces réunions-là sont faites jusqu'à la fin du chantier. Donc, on va aussi définir les temps d'intervention entre les entreprises, ce qui va nous permettre aussi de donner aussi une date de livraison dans le cadre du projet. Oui. Ce que tu peux dire aussi, c'est que le client est destinataire, bien évidemment, de ces comptes rendus de chantier. Donc, ce qui permet aussi de garder en permanence une relation avec l'architecte et de suivre par écrit toutes les évolutions, voire même d'y faire des commentaires, si jamais il y avait, c'est peut-être ce que tu voulais dire, si jamais il y avait quelques difficultés ou une incompréhension sur une réalisation, par exemple, de faire peut-être aussi une alerte aussi, ça peut aussi arriver. Et après, au-delà de notre suivi en fait de chantier sur site, on fait également tout un suivi financier. Donc, c'est-à-dire qu'on va viser toutes les factures des entreprises. Donc, si une entreprise ne peut pas facturer des travaux qu'elle n'a pas exécutés. Donc, voilà. Donc ça, c'est aussi également une garantie pour notre client. Nous validons toutes les factures. Donc, ce qui demande un petit peu de temps. Et après, évidemment, ça vous permet également d'avoir un suivi financier précis, en fait. Donc là, vous ne savez pas voir grand-chose, mais c'est un suivi vraiment lot par lot. Parfois, on peut être amené à avoir des plus-values, des moins-values. Et ça vous permet, oui, financièrement, de savoir où vous en êtes. Voilà. Je voudrais juste rajouter par rapport au compte rendu, ça a aussi son importance aussi après la livraison. Si on est en expertise sur un souci sur le dossier, on peut être amené à ressortir les comptes rendus et savoir à un moment comment ça a été fait dans le phasage. Donc ça, c'est des points qui sont aussi importants.
C'est vrai que là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit vraiment que l'architecte est le chef d'orchestre en fait tout au long du projet. Mais là, on le ressent encore plus avec tout ce travail justement d'animation, d'être de manière hebdomadaire sur le chantier, de faire le lien avec les entreprises, etc. Donc on voit qu'il y a tout un volet aussi administratif, mine de rien, qui est aussi conséquent au final. C'est pas que de la conception, c'est tout un suivi aussi assez important. Et à la fin du chantier, en fait, on va vous assister pour la réception des travaux. Et on va formaliser ce qu'on appelle un procès verbal de réception, donc qui peut être complété également d'annexes faisant état de telle ou telle réserve. Ça peut être accompagné aussi de photos. Et voilà, la réception est vraiment un élément important du chantier. Ça clôture le chantier et c'est le début des garanties décennales. C'est vraiment très important. S'il y a bien la pièce maîtresse, tu parlais tout à l'heure des comptes rendus chantier, que je mettrais dans un second plan, mais en cas de désordre, le juge ou l'expert judiciaire, il va se baser tout d'abord sur le PV de réception de chantier. Tout ce qui est réservé n'est pas assuré, c'est-à-dire c'est de la responsabilité de l'entreprise. Donc ça veut dire que l'architecte va donner des délais pour lever les réserves, et si elles ne sont pas levées, il faut trouver des moyens pour compenser ces levées, puisque sinon, le particulier, le maître d'ouvrage, ne sera pas garanti que ces éléments, ces malfaçons soient corrigés. Donc c'est vraiment une pièce qu'il ne faut absolument pas négliger, et la plupart des architectes sont extrêmement bien formés pour vous assister, parce qu'en fait, ce n'est pas l'architecte qui fait la réception, tu l'as bien dit Marion, c'est une relation entre vous et l'entreprise. Cependant, et ce qui est bien marqué sur ton PV, c'est marqué que c'est un visa, ça permet d'assister le maître d'ouvrage pour bien avoir dit, vous avez bien vu cet élément-là, il y a une malfaçon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, ça ne sert à rien de mettre des réserves qui sont utopiques et qui ne respectent pas les règles de construction. J'en prends pour preuve une nuance de couleur d'enduit sur lequel le client réserverait l'enduit. L'architecte a tout intérêt à vous déconseiller de le marquer en réserve sur ce point-là, puisque ça empêcherait d'appliquer la garantie à l'enduit, et c'est peut-être des sujets qui ne sont pas levables. Donc mieux vaut avoir une relation différente avec l'entreprise pour corriger avant l'établissement du PV réserve, ou du moins de faire un PV de levée de réserve. C'est assez technique, assez juridique, mais alors là, c'est la garantie totale de votre construction, c'est cette pièce-là. Voilà. Oui, ce qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que nous, architectes, on n'a aucun lien contractuel avec l'entreprise. C'est vous, maître d'ouvrage, client, qui avez le lien contractuel avec l'entreprise. Et nous, on est là pour vous assister. Dans le cadre des marchés de travaux, on vous assiste à la formalisation. Et dans le cadre là, de la réception, on est là pour vous assister. Que la réception est un point vraiment important et contradictoire. Toutes les parties sont présentes. C'est très important. Pas de relation directe, donc pas de relation d'argent, mais par contre une responsabilité permanente, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on est responsable, vous êtes des non-sachants. Quand vous faites appel à un architecte, c'est lui qui est le sachant, il vous doit ce devoir de conseil et il a la responsabilité à ce que l'ouvrage soit conforme, sans avoir de relation contractuelle avec l'entreprise, ce qui peut paraître un petit peu complexe, mais qui nous permettent effectivement de pouvoir avoir notre libre arbitre en fonction aussi des règles que l'on doit appliquer. Je rappelle que dans le bâtiment, pour une construction, il y a à peu près 5000 règles qui sont applicables, et je vais au-delà des DTU. Alors, je ne vais pas vous dire que tous les architectes et que nous trois, on connaisse, même à nous trois réunis, je ne pense pas qu'on connaisse les 5000 règles, mais en tout cas, on sait où aller les chercher quand on en a besoin. Merci à vous pour cette explication. Et donc, la question dont tu as parlé tout à l'heure, Philippe, combien ça coûte de faire appel à un architecte? Quand on voit tout ce qui est produit, c'est pour ça qu'on n'a pas posé la question au début du rendez-vous, mais plutôt à la fin. Donc, je vous laisse nous répondre. Ah voilà, c'est le graphique. Alors,
Alors ça va pas être une réponse de Normand, ça va être une réponse de Breton. Combien ça coûte? En fait, de répondre à cette question, tout le monde dit bah oui, ça coûte tant d'euros, ça coûte tel tant de pourcentage. On vient de vous expliquer que tout était sur mesure. On va aussi vous expliquer que les honoraires sont libres. Nous sommes conseillers ordinaux, donc on représente l'ordre des architectes. On ne vend absolument ni nos agences ni notre savoir-faire, donc on ne peut pas répondre d'une manière très clair sur un pourcentage. Cependant, on a voulu vous proposer des graphiques qu'on voit à peine d'ailleurs, mais qu'on imagine, c'est d'imaginer le coût de la construction globale. Je vais me lever parce que c'est assez intéressant. Quand il y a un architecte, oui, il peut y avoir une part de camembert qui soit à peu près située dans ces proportions-là. Donc là, c'est honoraire architecte et bureau d'études, c'est-à-dire toute la matière grise qui a permis à la fois la conception du projet, mais également le contrôle du projet. Ça, c'est l'architecte. Quand on fait appel à un constructeur de maisons individuelles, ce qu'on appelle un CAMiste, il n'y a qu'une seule couleur, parce que vous ne savez pas des honoraires liés à la construction, la marge commerciale et la marge de la société. Et en réalité, ce double camembert laisse uniquement la place au coût des travaux qui va être sur cette partie-là. Si vous faites un comparatif, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Donc en termes qualitatifs et de pérennité, c'est assez peu comparable. On avait pris aussi ce troisième sujet, c'était dans le cas d'une copropriété, parce que ça c'est un sujet extrêmement important dans reconstruire la ville par elle-même, mais également quand on est propriétaire d'un appartement et qu'on doit rénover les immeubles. Oui, la part de l'architecte, elle est en bleu, mais la part du syndic, elle est en jaune. Qui conçoit, qui contrôle, qui garantit, même si le travail du syndic, je le respecte bien évidemment. Donc on est plutôt dans ces proportions-là. Donc plutôt que de répondre en coût, c'est la rencontre avec le confrère qui ne va pas jauger ses honoraires à la tête du client, certainement pas, mais au vu de la mission qui est attendue et des résultats. Quand je vous dis que de répondre à cette question, c'est impossible sans avoir fait la rencontre, parce que ce n'est pas de la négociation. C'est par rapport à vos besoins que la réponse sera adaptée. Et en tout cas, les proportions, d'une manière globale, restent celles-ci. Moi, je voudrais ajuster, pas ajuster, mais ajouter, pardon. En fait, ce que vous voyez là sur le graphique, mais le camembert qui reste, alors là, on voit pour le constructeur un double camembert, mais le camembert qui reste, finalement, c'est la valeur de votre maison. Et on le voit très bien, en fait, la valeur pour le constructeur est moindre que la valeur avec un architecte. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci à vous. Et pour finir, voilà, et l'ordre dans tout ça, parce qu'on a vu donc la présentation de l'institution, est-ce que peut-être Philippe, tu peux nous parler de l'équipe que vous formez? Alors, l'ordre dans tout ça, alors oui, j'en ai parlé un peu brièvement, il y a 17 régions, 300 élus ordinaux en France. Donc nous sommes élus par les architectes, et nous avons à appliquer toutes les missions dont on vous a parlé tout à l'heure, avec un serment un petit peu particulier. On a une probité, et heureusement, qui est absolument nécessaire. Et dans le rythme de nos travaux, on a en Pays de la Loire au moins, un conseil par mois, au moins une réunion de bureau, donc c'est l'engagement de l'exécutif tous les 15 jours, et également un certain nombre de commissions qui vont travailler sur tous les sujets. Donc c'est une mission qui est faite sur la base du volontariat, qui est fait en indépendance de nos confrères, parce que j'insiste, on va se puiser sur les besoins de la profession, mais on a une totale indépendance pour rendre, parfois d'ailleurs, des jugements, ou inciter d'avoir des jugements sur des confrères qui seraient défaillants, parce que ce qui nous réunis au sein du Conseil, mais au nom des 99% des architectes, c'est l'intérêt de bien servir nos clients et bien servir l'intérêt général de l'architecture. Et ça c'est vraiment quelque chose qui doit nous être chevillé au corps. Et comme dans toute profession, il y a quelques personnes qui sont plus ou moins respectueuses. Dans ces cas-là, le Conseil de l'Ordre a pour mission d'évacuer les personnes qui ne seraient pas à la hauteur des missions qui nous sont confiées. Donc, pour résumer sur
sur les qualités d'architecte, peut-être que c'est la question que tu voulais poser. Moi j'ai refait un tout petit listing, et ça a été dit tout à l'heure, c'est écouter, conseiller, concevoir, coordonner, contrôler et garantir. Et l'image de l'architecte, de la créativité, je pourrais le rajouter, mais en fait, elle est connue de tous. Donc c'est principalement le sujet qui est véhiculé en disant ouais mais vous êtes des créatifs, donc ce que vous faites c'est pas très réaliste, ça va pas tenir longtemps et ça va coûter cher. En fait on est juste en train de vous dire juste l'inverse, c'est-à-dire ce qu'on fait en plus d'être créatif, en plus d'être des lieux d'émotion, eh bien c'est une garantie pour l'avenir. Merci Philippe. Voilà, et donc on voulait aussi vous permettre de voir où est situé donc l'Ordre dans ce beau bâtiment au niveau du mail du Front Populaire, donc sur l'île de Nantes, juste à côté. Vous rappelez aussi que donc nous au CAU, on peut vous recevoir dès l'amont, et après n'hésitez pas à aller voir aussi tout le personnel de l'Ordre, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là aussi, juristes ou autres, pour répondre aux questions des particuliers. C'est ce que tu disais. Et on tient énormément à la propriété intellectuelle. Donc, dans l'immeuble dans lequel on est, elle a été réalisée par l'agence Formacis, et je suis obligé de le dire parce que c'est pas marqué sur la photo. Donc, je le rappelle que cette agence a conçu ce bâtiment, effectivement, et c'est l'Ordre des architectes. On appelle ça également la maison des architectes, mais tout le monde est bien évidemment bienvenu. Donc, Gaëlle Delumeau, ici présente, qui est notre responsable de communication, de toute façon, vous accueillera avec grand plaisir. Tout à fait. Et donc, avant de passer sur un temps d'échange un peu plus convivial, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut en prendre une ou deux avant de passer au pot. Est-ce que vous avez des interrogations? Ou est-ce que tout est très très clair? Oui, je vous passe. Bonsoir, merci beaucoup. Juste un petit point, DCE, qu'est-ce que ça veut dire déjà après le PC? Alors, dossier de consultation des entreprises. Donc, le DCE, ça comporte un certain nombre de pièces. Donc, il y a les pièces dessinées, tous les plans, mais également le CCTP, cahier des clauses techniques particulières, le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières. Le cahier des clauses administratives particulières, c'est les règles du jeu de l'entreprise. Je dis règles du jeu, je mets bien évidemment des guillemets, entre le maître d'ouvrage et les entreprises. Ça va donner un certain nombre de sujets. Il va y avoir le CCTP, il va y avoir aussi le planning de chantier que j'ai oublié d'évoquer, qui est aussi, c'est les pièces d'engagement, mais qui vont nous permettre de comparer les offres des entreprises. Est-ce qu'on retrouve les plans d'exécution dans... Les plans d'exécution, c'est un autre sujet, parce que les plans d'exécution, suivant la mission, vous allez avoir des plans qui sont plutôt assez précis au niveau du DCE, mais les plans d'exécution, soit c'est une mission très particulière de l'architecte, qui peut être tout à fait contractualisée, soit c'est aux entreprises de faire les plans d'exécution de leur propre lot. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je voulais savoir ce qui se passait, par exemple, si, par rapport aux assurances, quand un architecte est radié et qu'il y a un sinistre qui apparaît en fait, après sa radiation. Alors, si effectivement vous avez contracté avec lui à l'époque où il était architecte, il est assuré. Donc vous contactez directement l'assurance et c'est l'assurance qui va se substituer à lui. Sans aucun problème. Moi, j'aimerais évoquer avec vous la notion d'architecte de copropriété. Donc on a sur Nantes, il y a de nombreux des immeubles avec de nombreux copropriétaires. Et on se pose la question d'architecte de copropriété pour assurer une cohérence d'action de tous les copropriétaires, en fin de compte, sur un bâtiment. Alors, je ne sais pas si on peut parler de notion, mais en réalité, c'est un architecte de suivi sur toute la copropriété et tous les travaux sur un long terme. Donc c'est un contrat qui est un petit peu particulier, puisque là, on a parlé principalement de missions liées à des constructions neuves. Ben, là, ça vous permet d'avoir un conseil permanent à vos côtés, vous permettant de phaser de manière rationnelle, voire même économique, les travaux avec une analyse permanente. Donc vous pouvez avoir un contrat très spécifique. Architecte de copropriété, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui existe assez, qui était pendant un temps plutôt réservé à des monuments, enfin des bâtiments plutôt historiques. Maintenant, c'est élargi d'ailleurs à beaucoup d'autres bâtiments avec toutes les normes liées aussi aux isolations thermiques. Mais ça permet d'avoir un chef d'orchestre
qui connaissent, comme on pourrait avoir un médecin de famille en réalité. Donc c'est le suivi de l'immeuble dans le temps. Donc à vous de contractualiser, soit, on ne va pas parler d'honoraires, sur une base de montant de travaux avec des missions de diagnostic successives, soit tout d'abord une mission de diagnostic global vous permettant de phaser les travaux ou de phaser les différentes interventions sur plusieurs années, voire même plusieurs décennies. C'est plutôt sécurisant et je crois que lors d'une revente d'un bien dans une copropriété, il est souvent, voire même toujours, extrêmement apprécié qu'il y ait un dossier d'immeuble avec tous les travaux en cours, tous les travaux qui vont être effectués, tous les travaux qui ont été votés et tout le carnet d'entretien de l'immeuble. Voilà. Bonsoir. Un petit peu dans le prolongement de la question qui a été posée pour les architectes qui sont radiés. Là, c'est pour un architecte qui part en retraite. Qui c'est qui va suivre son dossier et s'il y a une problématique après son départ? Par exemple, dans le cadre d'un sujet qui rentrerait normalement dans le cadre de la garantie décennale. Alors, c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il est parti à la retraite, il a le droit bien évidemment de partir à la retraite. Si jamais il y avait un désordre décennal, de toute façon, qu'il soit en activité ou pas, c'est son assurance décennale qui agit. Donc il n'y a pas plus de problème que ça. On a oublié juste de vous parler d'une chose quand on a parlé des pièces. Après le PV de réception, c'est le DOE, donc l'acronyme, le dossier des ouvrages exécutés. Ça veut dire que c'est une compilation. Au-delà des DCE et toutes les devis que vous avez signés, c'est notre obligation en tant qu'architecte de compiler tous les éléments qui ont été intégrés dans la construction, qui diffèrent ou pas de ce qui a été prévu initialement. Donc ça veut dire que votre suivi de construction, de toute façon, vous avez un dossier complet en fin de construction qui vous permet de savoir ce qu'il y a où. Et s'il est parti à la retraite, il est parti à la retraite. Ça, on ne peut pas aller le chercher et lui empêcher de passer une retraite paisible. Mais en tout cas, il est assuré et vous n'avez aucun problème là-dessus. Si jamais le projet n'était pas, enfin, la construction n'était pas terminée au moment de son départ à la retraite, ça peut être un autre cas de figure, et bien dans ces cas-là, de toute façon, il va faire une passation avec l'accord du maître d'ouvrage à un autre confrère pour la reprise de la fin du projet. Mais c'est toujours avec votre accord. On fait un avenant au contrat. Merci pour ces questions. Vous en avez peut-être une petite dernière? Allez, une petite dernière. Oui. Comment faites-vous, ou est-ce que vous rencontrez des difficultés pour arriver à cerner un budget le plus en amont possible pour que le maître d'ouvrage sache un peu où il va aller et que ça corresponde au résultat des consultations qui intervient beaucoup plus tard dans vos travaux? Tout dépend à quel stade ça va être. Tous les architectes travaillent de toute façon par rapport aussi à leur réalisation précédente, voire même des ABAC, sur des estimations qui peuvent être au coût du mètre carré en fonction des prestations demandées, auxquelles on va rajouter toutes les spécificités qui peuvent être liées à des fondations spéciales, qui peuvent être liées à des demandes très particulières, puisque quand je vous dis on prend des ratios au mètre carré, si vous voulez, ce qui coûte le plus cher au mètre carré dans une construction, vous le savez peut-être, c'est une salle de bain, parce que le coût au mètre carré d'une salle de bain, c'est exorbitant. Donc si jamais dans une construction de 100 mètres carrés, le client a une volonté, j'exagère volontairement, d'avoir 4 ou 5 salles de bain, vous allez avoir un coût du mètre carré qui va être un peu plus exigeant que le reste. Donc on a des bases de construction, donc là c'est des fourchettes de prix, et après, en fonction de la fluctuation des marchés, on peut s'y adapter. On a aussi quelque chose qui nous aide beaucoup, c'est ce qu'on appelle le BT. C'est l'indice des prix du bâtiment. Donc on va réactualiser en plus ou en moins, puisque là on a eu des BT négatifs il n'y a pas longtemps, nous permettant de réévaluer le coût de la matière, mais le coût de la matière mise en œuvre en fonction de ces BT. Donc il y a un BT par corps d'État, voire même c'est un peu plus précis que ça d'ailleurs, nous permettant de réactualiser les sujets. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter pour les estimations ? Moi, je rajouterais que s'il y a des particularités dans le cadre d'un projet, cela ne nous empêche pas d'aller consulter une ou deux entreprises pour avoir un devis, en fait. On reste assez libre là-dessus pour compléter en fait nos connaissances, parce que oui, parfois on peut avoir des projets qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas d'expérience derrière ou d'expérience de prix en fait à donner. Mais rien ne nous empêche en cours de mission, si on le juge nécessaire,
d'aller consulter une ou deux entreprises pour confirmer et puis rassurer et sécuriser en fait le projet. Voilà, j'espère qu'on a réussi en tout cas à vous expliquer en tout cas comment fonctionne un architecte, l'intérêt bien sûr d'y recourir. On voit bien toute la complexité et le travail au quotidien et ce binôme en fait qui est vraiment nécessaire pour aboutir à un projet de qualité. Donc avant de vous inviter à aller boire un verre, donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi pour suivre l'actualité du CAIE et à noter la prochaine date. Donc mieux vivre la densité, parce qu'en effet la densité c'est souvent presque un gros mot malheureusement, alors qu'il y a vraiment de la qualité aussi derrière ça. Ça demande par contre une expertise, comme on l'a vu. Et donc voilà, ce rendez-vous-là va essayer de voir cette logique d'atout derrière ce mot.